Bonjour, bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, on continue sur la relativité. Donc on a vu dans la dernière capsule que la perception des longueurs, la perception du temps dépend du référentiel, mais en relativité restreinte, il y a aussi des concepts qui se rapportent à l'énergie. Énergie, on va possiblement aborder quelque part le fameux E est égal à mc carré. Et vous allez voir que dans cette section-là, sans dire que c'est un petit peu plus compliqué, il y a maintenant des interprétations. Donc, même si Einstein a écrit ça il y a plus que 100 ans, encore aujourd'hui, la façon de présenter ces choses-là diffère d'un livre à l'autre. C'est ça qui peut être intéressant ou intriguant. Donc, comme par exemple, somme des forces égales à mort, peu importe le livre de physique que vous prenez, vous allez avoir la même chose, mais là, avec le fameux E égale mc carré, oh, il y a des interprétations qui divergent d'un auteur à l'autre. Donc, je vais essayer de présenter les différentes versions, toujours en revenant sur qu'est-ce que vous avez dans votre livre. Et dans votre livre, bon, je vais en faire un petit peu plus, donc, parce qu'il y a des choses, okay, donc c'est parachuté, donc je vais juste indiquer donc d'où viennent ces choses-là. Donc, au moins, donc, dire, ok, c'est pas du, ok, c'est comme de la magie qui est apparue, donc il y a moyen de démontrer ça, mais je ne vais peut-être pas tout démontrer en détail parce que ça va faire une capsule un peu longue. Donc, le premier élément qu'on va commencer, donc je ne vais pas dans l'ordre du livre, c'est la quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement, c'est un paramètre très utile lors des collisions. Donc, quand on a une interaction entre deux objets, si on est dans un système isolé, la quantité de mouvement, elle est toujours conservée. Or, en relativité, donc, un des postulats d'Einstein dit que toutes les lois de physique s'appliquent dans tous les référentiels. Donc, le fameux quantité de mouvement qu'on a vu comme m fois v, il va peut-être falloir l'adapter pour les relations, les situations relativistes. Donc, P est égal à mv, donc v c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Mais là, ici, pour que tout le monde puisse voir la conservation de la quantité de mouvement, il faudrait que dans l'élément, qu'il y ait quelque chose qui s'appelle un invariant. Une quantité qui est la même pour tous les référentiels dans ce cas-là. Donc, on n'a pas abordé ces choses-là dans dilatation du temps, mais il y a une quantité, on avait vu le temps propre, je vais aller comme ceci, parce que ça m'énerve, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc, on a vu le temps propre. Donc, le temps propre, c'est quoi? Ce temps qui s'écoule entre deux événements qui se fait au même endroit. Et le fameux temps propre qu'on a symbolisé par T0, ou normalement, ça doit être un intervalle, ça doit être un delta T0. Donc, ici, comme ceci. Il y a quelque chose de particulier. Peu importe dans quel référentiel qu'on est. Donc, supposons qu'on est deux personnes qui regardent des phénomènes qui sont écoulés dans des temps t quelconques. Si on faisait des calculs pour dire, ah, si ce phénomène-là s'était produit au même endroit dans mon référentiel, le début et la fin, pour tout l'intérieur, le temps propre, tout le monde, peu importe dans le référentiel qu'on va être, on va retrouver le même temps propre. Donc, on va dire que le temps propre est un invariant. Donc, en relativité, il y a des quantités qu'on appelle des invariants. Donc, le temps propre, c'en est un. Donc, pour arriver à une quantité de mouvement qui peut s'appliquer dans tous les référentiels, donc, il va falloir juste modifier sa définition. Donc, ça va rester, donc la masse ici, je vais garder ça M0, donc un petit peu plus tard, je vais dire pourquoi on appelle ça M0. Et là, ici, au lieu de dériver par rapport au temps, qui est un intervalle qui varie selon le référentiel, on va définir ça par rapport à la dérivée par rapport au temps propre. Donc là, ici, on a un élément commun à tous les systèmes de référence. Là, ça commence à devenir intéressant. Or, là, il y a un petit problème ici, dans cette définition-là. Donc, si les deux éléments se font au même endroit, comment je peux avoir un delta x ou un dx dans ce cas-là? Donc là, il faut retravailler un petit peu la formule ici. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Donc ici, je peux avoir dx sur dt, qui est en fait coordonnée de vitesse. Et pour que ça reste cohérent, donc, dérivée du temps, ou, pas dérivée du temps, l'élément de temps quelconque sur l'élément de temps propre. Donc, si je multiplie par ce facteur-là ici, je suis en train de bafouiller, on voit que ça reste la même chose. Donc, j'ai juste, avec on multiplie par dt sur dt, notre équation, ça aurait été plus simple à dire. Et en réarrangeant les termes, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, m0, c'est m0. dt sur
dx, c'est la vitesse de la particule v, et dt sur dt, temps dilaté sur temps propre. Donc, quand on regarde nos formules de départ, on voit que si je mettais des dt ici, j'envoie t0 de l'autre côté, on arrive au gamma, donc notre fameux facteur relatif. Donc, ça donne ici gamma, m0 fois v, qui va correspondre à la quantité de mouvement d'une particule lorsqu'elle est dans un monde relativisé. Donc, ça veut dire qu'ici, quand les vitesses sont très petites, gamma va tendre vers 1, et on retrouve notre équation de la physique classique dans ce cas-là. Donc, je vais faire un petit ajout pour la quantité de mouvement. Donc, ça va nous amener, bon, en tout cas, le but, c'est de comprendre ce qui se passe en relativité. Donc, on part de certains concepts, donc notre fameuse loi de Newton. Donc, on sait que la somme des forces est égale à m fois a. Or, l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps, donc ça peut être dv dt. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, le petit m qui est ici, je peux aller l'insérer à l'intérieur ici, donc le rentrer à l'intérieur de la dérivée, donc ça donne la dérivée de m fois v. Or, m fois v, c'est la quantité de mouvement. Donc, on se dit que ceci, c'est plus la vraie définition de la deuxième loi de Newton. La force qui agit sur un système correspond, en fin de compte, à la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Donc ça, c'est la vraie définition. Donc ceux et celles qui vont faire de la physique un petit peu plus élaborée à l'université, probablement que vous allez plus voir F est égal à ma, mais plutôt la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Donc si on inverse ça, si on voulait trouver la quantité de mouvement, donc il faudrait, on envoie le dt de l'autre côté, il faut intégrer. Donc si on intègre entre 0 et t, donc ça donne que la quantité de mouvement, en supposant au départ qu'on partait avec une vitesse nulle, c'est égal à f fois t. Donc ici, quand on travaille avec des vecteurs, généralement, on devrait travailler des composants. Donc ça, c'est mon temps qui s'écoule ici. Donc, supposons qu'on prenait le cas, l'expression la plus générale pour la quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement, c'est, en relativité, ça serait gamma m fois v. Donc ici, ça sera nommé ici d'avoir un petit vx qui devrait apparaître ici. Le gamma, le facteur relativiste, donc ici, c'est 1 sur racine de 1 moins v carré sur c carré. Et là, ici, il y aura une petite chose, donc on fait, généralement, les auteurs font, en tout cas, si on voulait être super rigoureux, ce gamma-là, c'est théoriquement pas tout à fait le même gamma qu'ici, parce que le gamma, ici, c'était, dans le V du gamma, c'était la vitesse du système de référence qui se déplace. Ici, dans ce cas-là, le V, dans ce cas-là, c'est pas le système de référence, c'est la vitesse de la particule en mouvement. Donc, théoriquement, c'est deux gamma, mais généralement, les auteurs, bon, pour enlever cette difficulté-là, on dit, bon, on appelle ça V malgré tout, mais il y a des livres, ici, ils vont appeler ça un V, puis ici, ils vont appeler ça un U, pour dire que, faites attention, c'est deux expressions, c'est la même équation, mais elles sont légèrement différentes, mais là, ici, on ne se cassera pas la tête, donc c'est la vitesse de la particule qui bouge, donc, c'est égal à la force fois le temps, et si on applique une force constante sur le système, bon, si j'étais en mécanique classique, j'applique une force constante, qu'est-ce qui va arriver si je trace la vitesse en fonction du temps? La vitesse va augmenter de façon infinie. Or, si je regarde cette formule-là et j'applique une force constante en fonction du temps, qu'est-ce qui va arriver si je traçais cette fonction-là? On va voir que cette fonction-là va tendre vers une limite. Donc, on ne pourra jamais dépasser la vitesse de la lumière. J'ai beau à forcer super longtemps, ça va tendre vers une certaine vitesse qui va être ici dans ce cas-là. Donc ici, c'est une belle démonstration aussi simple que avec la physique relativiste, on peut démontrer qu'aucune particule ne devrait atteindre la vitesse de la lumière. On va toujours tendre vers la vitesse de la lumière. Donc, peu importe la force, peu importe le temps qu'on applique la force, ça va toujours tendre vers le C ici. Donc, si on est à basse vitesse, c'est ça qui est... En tout cas, je pourrais parler des heures et des heures. On voit que les deux courbes se superposent, mais dès que ça devient un petit peu trop grand comme vitesse, on voit les courbes qui se divisent dans ce cas-là. Donc, maintenant, on va passer à un des points culminants du cours. Donc, une des choses que vous avez attendues depuis super longtemps, la fameuse équation E égale mc carré. Qu'est-ce que ça veut dire au jeu? Donc, c'est une relation que Einstein a développée dans sa théorie relativité restreinte.
Et elle dit quoi? Donc, c'est la relation masse-énergie. Donc, qu'est-ce que ça dit? C'est une nouvelle façon de voir la masse. Donc, la masse, avant, on voyait ça comme une quantité de matière. Là, maintenant, avec Einstein, la masse n'est plus une quantité de matière. C'est une des formes d'énergie qui est présente dans l'univers. Donc, on a l'énergie cinétique, l'énergie potentielle. Or, là, maintenant, chaque objet qui a une masse a de l'énergie. Et c'est sûr qu'au point de vue macroscopique, c'est peut-être moins évident. Mais quand je lance un crayon dans les airs, je vois l'énergie cinétique qui devient l'énergie potentielle. Mais là, ici, n'importe quoi qui a une masse pourrait se transformer en une autre forme d'énergie. Donc, c'est ça la clé ou l'idée qui est en arrière de ça, c'est que la masse est une forme d'énergie qu'on peut exploiter, qu'on peut transformer, donc, transformer tout court. Donc, la fameuse équation dit quoi? Donc, E égale mc carré. M, c'est toujours la masse de l'objet. Donc, ici, on parle de masse au repos. Tantôt, on va parler de masse relativiste. Donc, généralement, les masses qu'on donne dans les livres, c'est la masse au repos. C, c'est la vitesse de la lumière. Donc, si on travaille dans les systèmes internationaux, donc la masse est en kilogrammes, la vitesse de la lumière est en mètres par seconde et l'énergie est en joules. Or, comme on travaille des phénomènes microscopiques, donc les atomes, les protons, électrons ont des masses très petites. Donc, des fois, c'est avantageux, au lieu d'avoir des 10 à la moins 27 qui apparaît moins 26, d'avoir les masses en unité de masse atomique. Donc, normalement, vous avez dû voir ça en chimie. Sinon, allez faire une plainte à votre prof de chimie. Donc, si on met les masses en unité de masse atomique, qu'est-ce qui va arriver pour le C? Donc, le C carré va devenir 931,5 MeV par unité de masse atomique. Et l'énergie sera en MeV. Donc, au point de vue, donc ceux qui font de la physique atomique, la physique nucléaire, souvent, c'est très très rare qu'on mette les énergies en joules. On va les mettre plutôt en MeV. C'est plus parlant que des joules, parce que des joules, on arrive toujours à du 10-23, du 10. Donc, c'est pas nécessairement super beau pour l'énergie. Donc, avec ça, on a un petit but, on a décrit un petit but, mais on va aller un petit peu plus loin au point de vue qualitatif. Donc, je vais vous montrer des choses, des exemples concrets de la transformation masse-énergie. Donc, la première que je vais vous présenter, c'est la création d'une paire positron-électron. Donc, qu'est-ce que le positron? C'est la même chose qu'un électron, mais avec certaines propriétés inverses. Donc, la charge, si l'électron est négatif, le positron a la même charge, mais positif. Ils ont les deux tout à fait la même masse. Et il y a d'autres propriétés. Donc, si on étudie les particules, il y a qu'est-ce qu'on appelle le nombre leptonique, etc. Donc, ils ont les mêmes nombres, mais inversés. Donc, ici, je vais présenter l'image. Donc, c'est un gamma. Donc, qu'est-ce qu'un gamma? C'est une particule de lumière super énergétique. Donc, on connaît la lumière visible. Donc, la lumière visible, bon, c'est une certaine quantité d'énergie, mais pas très grande. Si on va un petit peu plus loin, le rayon X, c'est vraiment encore, c'est des ondes électromagnétiques très énergétiques. Et si on va encore à un niveau plus haut, on tombe au gamma. Donc, les gamma, c'est vraiment des particules de lumière, des ondes électromagnétiques super énergétiques. Donc, ce gamma-là fait une interaction avec un atome. Et en faisant une interaction avec un atome, qu'est-ce qui arrive? Son énergie se transforme pour créer deux particules. Donc, si on calculait l'énergie du gamma au départ, et on calculait l'énergie des particules créées E égale mc carré, on pourrait voir, oh oui, il y a vraiment une transformation d'une onde électromagnétique, donc d'une forme d'énergie, en matière. Donc là, on a créé de la matière à partir de la lumière. C'est très intéressant. Donc, si quelqu'un vous dit, moi, monsieur, ça c'est un dessin, ça ne vaut pas grand-chose. OK. Donc, je vais passer à... et là, j'avais un doute là-dessus sur le schéma. Donc, normalement, ces processus-là, on peut les enregistrer. Donc, on appelle ça des chambres à bulles ou des chambres à brouillard. Donc, généralement, les particules qui se déplacent dans ce milieu-là laissent une trace. Donc, en se déplaçant, donc, je dirais pas, agitent le liquide qui crée des petites bulles. On peut voir la particule passer à travers le système ici. Et il y a un champ magnétique qui fait courber les particules. Donc, on a vu en magnétisme que si on a une particule dans un champ magnétique, elle se met à tourner. Donc, ici, je vais présenter la deuxième figure. Donc, théoriquement, c'est une photo qui a été faite dans une chambre à bulles. Donc, ici, on aurait théoriquement le photon ou la particule de lumière qui est arrivée ici. Donc, comme c'est une particule de lumière, donc ça n'a pas nécessairement de masse concrète, elle a interagi
Bon, là, c'est sûr que là, l'image passe par-dessus mon doigt, mais mon doigt, c'est pas grave. Donc, interagir avec la matière. Et là, on voit que deux particules qui ont été créées, donc une particule qui tourne dans un sens, d'autres particules qui tournent dans l'autre sens. Donc, on peut, avec la règle de la main droite, voir que c'est deux particules de signe opposé. Et on a, suite à la collision, donc l'atome, donc en fait, c'est le photon qui a fait une collision avec l'atome. On voit l'atome qui laisse aussi une trace dans le système ici. Donc ici, ce serait un enregistrement qui a été fait dans une chambre à bulles, mais en tout cas, personnellement, j'avais un petit doute sur est-ce que c'est une vraie image de chambre à bulles. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, je vais juste vous en présenter une vraie, donc en physique des particules, donc c'est peut-être historique. Donc, on fait des interactions, puis des fois, bon, les images de chambre à bulles, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, vous pouvez voir, bon, la difficulté d'analyser ce système-là. Donc là, ici, il y a peut-être plus, il y a dû y avoir plusieurs réactions. Des fois, des particules qu'on ne connaît pas, donc des muons, des pi qui sont apparus là-dedans, qui se sont désintégrés pour donner autre chose. Puis là, avec des rayons de courbure, en connaissant le champ magnétique et le type de trajectoire, on est capable de prédire, ah, ça c'était une masse de telle chose, ah, c'était telle particule qui était présente dans ce cas-là. Donc là, on a pris de la lumière, c'est devenu des particules, mais on peut faire l'inverse. Donc si j'ai mon positron et mon électron qui se combinent ensemble, donc un plus et moins, ça peut s'annuler, qu'est-ce que ça va nous donner? La matière va devenir de la lumière, donc va devenir des particules de lumière. Et dans ce cas-là, on est obligé d'avoir deux gammas. Parce qu'ici, il faut que la quantité de mouvement du système soit conservée. Donc, si j'ai juste une particule qui s'en va, j'ai mes mon positron et mon électron qui se combinent ensemble. S'il y avait juste une particule de lumière, malheureusement, la quantité de mouvement qui était au départ ne serait pas conservée. Donc ici, il y aura la production de deux gammas, donc de deux particules de lumière, donc de deux ondes électromagnétiques. Et là, donc, on marque un petit peu comme, on indique un peu comment ça fonctionne. Donc ici, pour que la quantité de mouvement soit conservée, donc si une particule va dans un sens et produite et l'autre va partir dans l'autre sens, généralement, il peut y avoir un petit décalage dépendant de la vitesse du positron lors de l'annihilation avec l'électron. Donc ici, de la matière est devenue de la lumière. Très intéressant. Et dernière chose, donc dans les processus nucléaires, vous allez voir qu'il y a des choses importantes, on voit ça dans le dernier chapitre. Donc, par exemple, si vous voulez construire un atome d'hélium, donc ça vous prend deux protons et deux neutrons qu'on vous combinez ensemble. Et là, qu'est-ce qui est bizarre? Si vous prenez la masse des protons et des neutrons de façon individuelle, vous mettez sur une balance, et vous regardez après ça la masse de l'atome d'hélium que vous avez construit, vous allez voir que les deux masses ne sont pas identiques. Donc, c'est-à-dire que lors du processus de combinaison des protons et des neutrons ensemble pour former notre hélium, j'ai tendance à dire hydrogène, notre hélium dans ce cas-là, il y a une partie de la masse qui s'est transformée en autre chose. Donc ici, je vais vous montrer sur la même idée. Donc, dans les bombes nucléaires, qu'est-ce qui arrive? Donc, normalement, c'est un noyau d'uranium, de plutonium, qui se casse en deux. Et en se cassant en deux, il y a de l'énergie qui se produit. D'où vient cette énergie? C'est une partie de la masse qui se transforme ici dans ce cas-là. Donc ici, dans l'image qui est présentée, donc c'est sûr que c'est symbolique. Donc vous avez votre noyau d'uranium, donc qui est protons et neutrons et tout le kit. On le casse, donc en le cassant, ça donne généralement deux noyaux et il y a quelques neutrons supplémentaires qui sont relâchés. Et quand on regarde, je ne sais pas qu'est-ce que ça va avoir là, quand on regarde la masse des masses après, donc, on voit qu'on a moins de masse après qu'avant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une partie de la masse de départ qui s'est transformée en énergie, donc forme énergie radiative, par la suite. Donc, c'est le principe de la fission nucléaire. Je pense que j'ai dit fusion tantôt. Donc, de la fission nucléaire, c'est une partie de la masse qui se transforme en énergie. Donc, même si ça a l'air petit, comme vous allez voir que les différences de masse sont petites, mais ça donne quand même des très grandes quantités d'énergie. Donc, on a parlé que si on a une masse, maintenant, la masse est une forme d'énergie. Donc, qu'est-ce qui arrive à un système? Bon, c'est sûr que, par exemple, j'ai une masse, ou encore mon crayon a une masse. Si mon crayon part avec une vitesse relativiste, quelle sera l'énergie totale de mon crayon? Donc, là, ici, c'est sûr que dans votre livre,
paf, c'est ça, c'est réglé. Donc, je vais vous donner au moins quelques lignes supplémentaires pour comprendre d'où viennent les équations. Et je voulais tout faire jusqu'au long, mais je me suis aperçu que, bon, ça serait peut-être un petit peu trop long, puis déjà la capsule risque d'être longue dans ce cas-là. Donc, on va partir des vieux concepts. Donc, la notion de travail, donc quelqu'un qui fait un travail sur quelque chose, donc c'est un transfert d'énergie. Donc, le travail a été défini en mécanique comme la force fois le déplacement. Or, la force, au point de vue plus général, c'est pas ma, mais c'est dérivé de P par rapport au temps. Donc, supposons que ma force n'était pas constante, donc il faudrait que j'intègre sur tous les petits x pour avoir mon travail. Donc, le travail pourrait être donné par la dérivée de P par rapport au temps fois dx. Et là, si je me mets à faire des transformations mathématiques, donc je multiplie tout ça par dv sur dv et dx sur dx, puis je réarrange les termes. Donc, au lieu d'avoir dp sur dt, ça peut devenir dp sur dv. Ah, là, on va avoir un dx sur dt, puis on va avoir en tout cas des choses qui vont apparaître. Donc, il va y avoir des simplifications, des termes qu'on va retrouver. Ah, on va retrouver quelque chose, un rapport de temps, de distance, qui va donner le fameux gamma qu'on connaît ici. Et là, on va arriver à cette expression-là à intégrer. Donc, le travail sera donné par l'intégrale de cette équation-là. Et en l'intégrant, on a vu que le travail donne ceci. Or, le travail, c'est aussi qu'on appelle le travail net, donc qui est la variation de K. Donc, comme on est parti à 0 comme vitesse, donc delta K, c'est K final. Donc, cette équation nous dit que l'énergie cinétique dans un système, je pourrais mettre ça en évidence ici, serait égale à gamma moins 1 fois m0 c carré. Donc, c'est l'expression qui donne l'énergie cinétique en fonction de la vitesse. Donc, ici, on n'est plus rendu avec le 1/2 mv carré, mais là, je vais peut-être couper un petit peu dans les démonstrations. Et là, surtout qu'elle est faite dans votre livre, c'est ça qui est important. Dans votre livre, il démontre que si la vitesse est plus petite, beaucoup plus petite que c, donc ici, on peut faire des approximations que cette expression-là, quand v est vraiment plus petit que c, on retrouve le 1/2 mv carré. Donc, on dit que cette expression-là est une expression plus générale de l'énergie cinétique, mais à basse vitesse, on retrouve l'énergie cinétique qu'on connaissait en mécanique et en électricité. Donc, ça veut dire qu'ici, normalement, ça c'est une des choses que, en relativité, donc quand on développe des équations, et si on fait tendre les vitesses vers des vitesses très petites, on devrait toutes retrouver nos vieilles équations de mécanique qu'on a vues précédemment. Donc, ici, on va écrire ça d'une façon différente, cette équation-là. Donc, ceci, je vais peut-être la marquer comme ça, parce que là, c'est une équation qui est parachutée dans vos notes de cours, puis je l'aime un petit peu moins. Donc, le m0c carré, je l'envoie de l'autre côté, donc ça fait gamma m0c carré ici est égal à k plus m0c carré ici. Donc, qu'est-ce que le m0c carré? C'est l'énergie au repos. Énergie au repos. Donc, je dis qu'ici, je suis au repos, j'ai une certaine quantité d'énergie, et si je me mets à bouger, j'acquiers l'énergie cinétique, et quand on additionne toutes les formes d'énergie, donc ici, on va négliger l'énergie potentielle, malgré qu'elle peut se cacher dans le m0c carré des fois. Ici, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, énergie cinétique plus énergie de masse, ça donne l'énergie totale de notre système. Donc, ici, on pourrait réécrire que l'énergie totale d'un système, c'est égal à son énergie cinétique plus E0, qui est l'énergie au repos de notre particule. Donc, on va faire un petit rappel de tout ce qu'on a vu, et là, on va passer à montrer qu'il y a une interprétation différente de cette théorie-là, dépendant des lignes qu'on voit. Donc, on a vu que la quantité de matière, c'est gamma m0 fois v. On a vu que une particule, la masse, c'est une forme d'énergie qui est donnée par m0c carré. Si les particules se déplacent très rapidement, elles acquièrent l'énergie cinétique, donc c'est plus 1/2 mv carré, mais gamma moins 1 mc carré. Le fameux gamma, ça reste le facteur relativiste
1 moins v carré sur c carré. Donc, même ici, le v représente la vitesse de la particule et non la vitesse du référentiel. Et dans un système, les énergies s'additionnent pour donner l'énergie totale. Donc, l'énergie cinétique plus l'énergie au repos donne l'énergie totale dans ce cas-là. Or, ici, vous allez voir que dans certains bouquins, on regroupe les deux termes gamma fois M0. Donc, gamma fois M0, ça va s'appeler, dans certains livres, la masse relativiste. Relativiste. Donc, la masse relativiste. Un petit problème ici de syllabe qu'on symbolise par la lettre M. Donc, ici, par exemple, cette équation-là pourrait devenir E est égal à mc carré est égal à K plus E0 ici. Or, cette interprétation de la masse relativiste est vraiment problématique. Donc, ici, qu'est-ce que ça voudrait? Ça sous-entendrait, parce que le gamma est toujours un facteur plus grand que 1. Donc, c'est-à-dire que si on va à des vitesses plus grandes, très grandes, la masse du système augmenterait. Et là, ça, c'est une interprétation qui dépend des auteurs. Donc, ici, si on voit la masse comme une quantité de matière, donc la masse doit être un invariant. Donc, dans certains livres, ils rejettent cette interprétation-là que la masse augmente avec la vitesse. Une autre interprétation ici, c'est pas de voir la masse, parce que la masse aussi, c'est une mesure de l'inertie. Donc, certains auteurs vont dire, ah, oui, cette masse relativiste-là, donc c'est pas nécessairement une quantité de matière qui augmente, mais c'est plutôt une difficulté à accélérer l'objet. Donc, plus qu'on avance rapidement, plus que ça serait difficile, avec la même force, d'accélérer l'objet. Donc, ça, c'est une autre vision ici. Puis là, il y en a carrément donc, qui rejette cette vision-là. Et c'est pas clair quelle était la vision d'Einstein là-dessus. Donc, ici, certains auteurs disent non, on ne devrait pas regrouper le gamma avec le M. C'est juste que le gamma est un terme de vent donc, qui indique que l'énergie de notre système est quelque chose de plus grand, un facteur, donc un facteur plus grand que 1, par rapport à l'énergie au repos. Donc, c'est-à-dire que si on va avec une certaine vitesse, on acquiert une quantité d'énergie plus grande d'un facteur gamma. Donc, il y a des auteurs qui refusent de scinder les deux. Donc, c'est sûr qu'ici, le gamma est apparu. Puis là, ici, c'est vraiment... moi, quand j'ai fait mes cours à l'université, puis quand je regarde les premiers livres de physique, on parle beaucoup de masse relativiste. Donc, on prend ces deux facteurs-là, puis on les regroupe pour en faire un seul. Mais, de plus en plus, dans la nouvelle littérature, on met de côté le concept de masse relativiste. Donc, la masse reste la masse. Donc, ici, il y a même des équations qui démontrent que M0, qui est la masse au repos, c'est un invariant. Donc, peu importe dans quel référentiel qu'on est, on a la même masse au repos. Donc, ici, donc, il y a différents points de vue. Donc, dans votre livre, on parle, vous allez avoir quelques exercices qu'on vous demande de trouver la masse relativiste. Donc, ici, on va définir la masse relativiste comme la masse au repos fois le facteur gamma, mais l'interprétation qu'on en fait, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui existe ou c'est juste, ah, on a dit ici, ah, on voit ça, on regroupe ça, puis on appelle ça masse relativiste, puis là, on donne une interprétation qui est peut-être pas tout à fait ce que représente la réalité. Donc, on va passer à la dernière petite démonstration, donc une dernière relation qui va être utile, peut-être pas nécessairement pour les particules concrètes, mais pour autre chose plus tard. Donc, c'est une relation en physique. On a toujours été capable de relier la quantité de mouvement à l'énergie. Donc, par exemple, et là, j'aurais dû le préparer. Donc, quand on fait K est égal à 1/2 mv carré, le K est égal pourrait être aussi égal à 1/2 P au carré sur M. Donc, la quantité de mouvement au carré divisé par la masse fois 1/2 représenterait aussi l'énergie cinétique. Or, il doit exister une relation aussi entre la quantité de mouvement et l'énergie de notre système. Donc, dans votre livre, la démonstration est faite, mais je vais essayer de le faire rapidement pour ne pas vous casser la tête. Donc, on a vu que l'énergie totale d'un système, c'était donné par gamma M0C carré. Donc, le fameux gamma, je l'ai développé ici donc comme racine de 1 moins V carré sur C carré. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste une transformation. Donc, le gamma, on va l'envoyer de l'autre côté.
On va mettre ça au carré pour enlever la racine carrée. Donc, on arrive à ceci ici, et de l'autre côté, donc ça donne m0 carré, c'est 4. Je rentre mon e à l'intérieur. On obtient cette équation-là ici. Et en sachant que e est égal à gamma m0 c carré, donc ici, ça va devenir gamma carré m0 carré c à la 4. Et si on s'amuse à faire des simplifications ici, comme ceci, là, on voit quelque chose de particulier. On voit qu'un gamma m0 v ici au carré fois c au carré qui nous reste ici, comme ceci, est égal à m0 carré c à la 4 ici. Et gamma m0 fois v, c'est la quantité de mouvement. Donc, on a une équation ici qui devient e carré moins p carré fois c carré. Et le m0 au carré fois c à la 4. Donc, l'énergie au repos, c'est m0 c carré. Donc, ça devient e0 au carré. Et si on réarrange les termes ici, donc je vais continuer ici en haut, comme ceci. Donc, l'énergie totale d'un système va être égale à la quantité de mouvement au carré fois c carré, plus l'énergie au repos dans ce cas-là. Donc, ça, c'est une relation qui relie l'énergie à la quantité de mouvement. Donc, pour les types de problèmes qu'on va faire avec des particules, c'est très rare, ça peut arriver. Donc, dans votre livre, ils font exprès, on vous donne le E, trouver le P. Donc, au lieu de retrouver la vitesse, donc on peut trouver la quantité de mouvement sans avoir besoin de trouver le facteur gamma et la vitesse de la particule dans ce cas-là. Mais ici, il y a quelque chose d'intéressant. Donc, on va voir plus tard que la lumière peut être aussi une particule. Donc, sauf que la lumière, elle, n'a pas de masse. Donc, si elle n'a pas de masse, l'énergie au repos qui est donnée par m0 c carré, donc pour les particules sans masse, c'est égal à 0, donc ceci s'annule. Et on peut trouver, même si une particule n'a pas de masse, ça c'est intéressant, elle peut avoir une quantité de mouvement. Cette quantité de mouvement-là serait donnée par son énergie qu'elle a présentement, divisé par C. Donc, ceci serait la quantité de mouvement. Quantité de mouvement. Je vais juste marquer ici. Quantité de mouvement d'une particule qui n'a pas de masse. Donc, ça veut dire qu'avec la lumière, si on considère que la lumière est une particule, on pourrait faire des collisions. Et il y a des expériences qui démontrent, un peu comme tantôt quand on a fait le rayon gamma qui s'est transformé en positron et électron. C'était une collision, puis la quantité de mouvement, si on additionne toutes les quantités de mouvement après, ça devrait représenter la quantité de mouvement du gamma avant l'interaction. Donc, si j'ai une particule sans masse, la quantité de mouvement serait donnée par cette expression-là. Donc, avec ça, ça fait vraiment, donc je ne sais pas à quoi va ressembler la capsule. Donc, j'ai fait une présentation vraiment différente de ce qui est dans votre livre. Donc, je suis allé un petit peu plus loin. Donc, c'est sûr que toutes les démonstrations pour passer de A à B, c'est pas nécessairement intéressant, important. C'est intéressant, mais c'est pas important pour le cadre du cours. Mais pour ceux et celles qui veulent en savoir un petit peu plus, donc disons j'ai mis de la chair sur l'os dans cette capsule-là. Je suis vraiment allé pas niveau mathématique, je suis allé un petit niveau plus loin, donc au lieu de parachuter, donc voici ça, voici ça, voici ça, donc vous en avez un petit peu plus en termes de compréhension. Puis ça a été une capsule assez longue à préparer pour essayer de... Parce que sinon, toutes les démonstrations, c'est vraiment super complexe. Donc, comme la quantité de mouvement, donc il y a moyen de faire ça. Qu'est-ce qu'on a avec les transformations de Lorentz, puis on met ça de côté. Donc, avec ça, donc j'espère que vous avez une meilleure idée du fameux E égale mc carré. C'est surtout ça le but de cette section-là. Donc, avec ça, on se dit yo tout le monde et à la prochaine capsule.